On se retrouve dans cet épisode de Génération Justice, le premier de cette nouvelle saison, avec Maître Assif Arif, que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, un homme et un avocat très engagé, notamment sur les questions de l'immigration et sur la question de l'islamophobie très présente actuellement en France, avec un engagement singulier, une manière de prendre parole révoltée. Et donc nous sommes très heureux de te recevoir parmi nous, Assif Arif. Et cette première question est une question rituelle dans nos entretiens. Qu'est-ce qui t'a donné ce rapport déjà à la société, ce rapport révolté, et qu'est-ce qui t'a permis de t'engager en tant qu'avocat auprès de ceux qui finalement sont les plus opprimés dans notre société? Alors, merci Fanny, d'abord merci de me recevoir dans ton podcast. C'est toujours sympa d'intervenir sur des sujets qui sont des sujets d'actualité, qui sont des sujets dangereux et qui sont des sujets d'autant plus dangereux qui sont en ce moment très instrumentalisés politiquement. Et puis moi, mon c'est pas vraiment, je ne qualifierais pas de combat, parce que franchement, ça me vient assez naturellement quand je vois qu'il y a des choses qui sont écrites par rapport à l'islam qui sont assez diffamatoires finalement, qui ne relèvent pas de la réalité, qui sont réutilisées, recontextualisées en fonction du moment, etc. Et réutilisées pour faire du mal très souvent à l'islam en tant que religion, même si on a beau dire, mais on n'attaque pas l'islam en tant que religion, on attaque certains comportements, etc. En fait, l'idée, c'est quand même à terme d'attaquer l'islam en tant qu'institution, en tant que religion, et les musulmans en particulier dans leur essence, qui est leur liberté de croire ou de ne pas croire, et leur liberté de croire en une religion qui s'appelle l'islam. Moi, cet engagement, il m'est venu finalement assez tardivement, parce que tant que je faisais mes études d'avocat, j'étais pas vraiment... C'est pas que j'étais pas concerné par ces sujets, je pense que j'étais concerné, mais on a commencé à voir vraiment ces sujets arriver sur le devant de la scène médiatique après les attentats de Charlie Hebdo finalement. Ces sujets existaient, étaient latents si tu veux pendant un moment donné, mais on revenait avec la laïcité de temps en temps, etc. Après 2004, il y a eu quand même assez peu de débats finalement aussi impressionnants que ce que l'on voit aujourd'hui, mais après 2015, après les attentats de Paris, du Bataclan, on voit qu'il y a toujours le même sujet qui vient en boucle. Et puis, c'est ce que le confrère François Sureau disait, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de s'attaquer à une partie du dispositif législatif. D'accord, on le fait sur des motifs qui sont des motifs politiques, politiciens, etc. D'accord, mais demain, à quoi on va s'attaquer? Et en fait, petit à petit, ces mouvements où on mange petit à petit ces petits espaces de liberté aboutissent à un résultat plus systémique, plus global, où on est en train de, en fin de compte, attaquer la liberté de conscience et la liberté religieuse. Et donc moi, c'est à partir de là que je me suis vraiment engagé. D'abord, je me suis dit en 2015, qu'est-ce qui est écrit dans la loi de 1905? Parce on la cite tellement, on en parle tellement, et en fait, on voit que c'est un peu comme l'islam, quoi. On fait dire à la loi de 1905 des choses qu'elle ne dit pas. On tire des conséquences de la loi de 1905 dont elle ne pose même pas un principe initialement à la base sur lequel on pourrait tirer une conséquence. Et donc, on aboutit à une sorte d'hystérisation qui est rendue possible par les réseaux sociaux, qui est rendue possible par les trolls, qui est rendue possible par un certain nombre de choses, et qui, aujourd'hui, font beaucoup de mal à la France. Et moi... quoi que les gens peuvent me dire ou me reprocher, j'ai quand même un amour pour mon pays qui est très fort. Et quand je vois qu'on attaque comme ça les musulmans qui vivaient et qui vivent toujours pacifiquement en France, bah, je trouve ça inacceptable. Je trouve que une voix devrait s'élever contre ça, une voix devrait s'élever contre l'instrumentalisation. Je ne suis pas la seule, il y en a plein d'autres. Et je pense on devrait en avoir de plus en plus. Et aujourd'hui, on a une tendance à voir que dès qu'il y a quelqu'un qui parle positivement sur l'islam, etc., eh ben, on va lui trouver un moyen de le faire sortir de la place publique en lui trouvant des trucs personnels, en lui, en lui collant une polémique bien particulière. Et ça, c'est pas seulement moi qui le dis, hein. Il y a Jean-Michel Apathy qui l'a dit.
Il y a un certain nombre de personnalités publiques qui prennent position sur ce sujet-là. Mhm. Mais c'est dommage parce que quand c'est des personnalités publiques qui ne sont pas affiliées à l'islam, on les écoute, mais quand c'est des personnes publiques qui s'expriment, mais qui sont aussi reconnues pour être musulmanes, affirmées et fières, eh ben, on leur retire cette parole de plus ou moins de pondération et de sagesse pour dire ouais mais vous êtes islamiste de toute façon parce que c'est à la mode en ce moment de qualifier tout le monde d'islamiste. Et donc voilà, tu vois, j'avais pas un côté naturel à m'inscrire dans ce combat, mais depuis 2015 et quand j'ai vu que tout ce qu'on pouvait raconter, je me suis dit que voilà, j'allais en tout cas donner mon point de vue. Mais ne penses-tu pas, tu disais que quand c'est des personnalités qui ne sont pas de confession musulmane, on les écoute. Ne penses-tu pas qu'en France, il y a une manière particulière de dévoyer les terminologies afin justement de créer des catégories qu'on entendrait moins? Par exemple, le terme islamo-gauchiste est un terme qui n'a pas une vraie signification, mais on l'utilise un peu partout. Il y a même des livres maintenant qui parlent de l'islamo-gauchisme, tout comme le terme wokisme, tout comme cette notion de séparatisme qui, même si est censé ne pas viser que les musulmans, finalement stigmatise et vise les musulmans. Donc on est dans une ère où il y a des nouveaux termes, une nouvelle terminologie. Cette nouvelle terminologie, d'un point de vue psychologique, on pourrait dire, entre guillemets, elle traumatise déjà une certaine catégorie, bah, ceux qui sont visés, et c'est souvent les personnes de confession musulmane, mais aussi finalement, elle retire l'herbe sous les pieds de ceux qui prennent ces paroles euh, pour les musulmans ou pour simplement exiger, demander, imposer en France à ce qu'il y ait un respect de ce qui est central, l'égalité entre les personnes. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce déploiement des termes? Est-ce que tu ne penses pas que ça joue aussi dans le fait que c'est difficile en France actuellement de prendre parole sur ces sujets? Très certainement, l'utilisation des termes comme islamo-gauchisme, comme islamisme, comme terrorisme, parce que ça peut renvoyer à tout et à n'importe quoi aussi, alors qu'il y a une définition juridique bien établie de ce qu'on entend par terrorisme, eh ben, ça concourt au paysage actuel. Mais je pense que ces termes ont été inventés pour la cause. C'est-à-dire que ce sont des termes ad hoc que l'on a créés pour pouvoir désigner une catégorie que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne peut ni quantifier ni qualifier. Parce qu'au fond, c'est quoi l'islamo-gauchisme? On ne sait toujours pas, en fait. L'islamo-gauchisme, c'est une étiquette que l'on va mettre à Asif Arif parce qu'il a pris position tu vois, pour la baya. Alors, prendre position pour ou contre quelque chose, tu vois, qui est rattaché à la religion musulmane, alors qu'il n'y a aucun attachement à faire. La baya, c'est une robe, c'est une tenue vestimentaire, et on va la rattacher à une philosophie, une religion bien particulière, puis après, on va vous accoler l'étiquette de islamo-gauchiste. Et islamo-gauchiste, à partir du moment où personne ne sait ce dont on parle, mais on sait comment l'utiliser, ben évidemment que ça nourrit ce débat, ça nourrit d'abord une ambiance qui est absolument délétère, qui ne permet absolument pas de travailler sereinement sur des sujets. Par exemple, ça peut être tant sur la laïcité, ça peut être sur l'islamophobie, ça peut être sur un certain nombre. Si c'est pas islamophobie, si les gens ont tellement la phobie d'utiliser le terme islamophobie, ben on utilise acte anti-musulman si on veut. Mais en tout cas, on ne peut pas parler sereinement de ces choses-là quand on impose des anathèmes. Et en fait, ces nouveaux termes que l'on a inventés pour la bonne cause, eh bien, sont des outils, à mon sens, de communication qui sont des outils qui servent les médias mainstream qui sont actuellement en train de dérouler un rouleau compresseur à chaque fois le même. Enfin, franchement, il y a eu l'abaya là, juste avant, on avait eu le droit au burkini saison je ne sais plus combien. Juste avant, on avait très certainement eu une histoire de voile dans le sport. Oui, et c'est toujours le même déroulé. C'est les islamo-gauchistes qui s'expriment, puis ensuite c'est les républicains qui arrivent et qui apportent leur grande science et qui disent voilà, c'est quoi ce que la République dit. Et puis après, c'est un ministre qui arrive et qui sonne la messe. Hein, la messe est dite, le ministre est arrivé, il a raconté son petit truc, puis il dit à tout le monde allez rentrer chez vous. Depuis quand la République traite des sujets de cette manière-là? Et depuis quand on juge des gens sur une terminologie qui ne veut rien dire?
Eh ben, depuis 2015. Et après 2015, on n'arrête pas. Et que ce soit, tu peux prendre les grandes figures aujourd'hui musulmanes qui sont passées à la télé ou qui ont essayé de faire un débat. Après, je reviens pas sur est-ce que c'était bien de le faire de telle manière-là, est-ce que c'était pas bien. Les questions d'opportunité, chacun peut être en désaccord avec ça. Mais quand tu regardes les grandes figures aujourd'hui, toutes ces grandes figures-là, elles sont constamment renvoyées à l'islamo-gauchisme. Ça peut être Rokhaya Diallo, ça peut être Yassine Bellatar, ça pouvait être Tariq Ramadan à un moment donné quand on le faisait intervenir sur les sujets comme sur la laïcité, où il était très pertinent d'ailleurs. Et on l'a complètement flingué sur le sujet. Ça peut être n'importe quelle personnalité qui a une tête de basané, il faut dire les choses très clairement, auquel on peut rattacher des origines quelconques, ben on va le traiter de islamo-gauchiste, etc. Donc ces termes jouent évidemment un rôle euh, assassin en termes de communication, mais ils sont là pour ça. Alors maintenant, la question c'est comment parce que tu sais, il y a le côté recherche et dans le côté scientifique des choses, oui, tout le monde a détruit ces termes. Je veux dire, il n'y a pas une recherche scientifique qui a permis d'établir ce qu'on pouvait raisonnablement démontrer par islamo-gauchisme. À quoi ça renvoyait exactement? Il n'y a aucune recherche qui nous a dit scientifiquement que ce terme renvoie à une idéologie bien particulière. Parce que ce n'est pas possible, il n'y a pas d'idéologie derrière tout ça. Tout simplement parce que, comme à l'époque, tu sais, il y a un très bon article qui avait été fait sur le communautarisme, qui était en fait un terme qui avait été utilisé par le Front National pour désigner des gens dans une catégorie très large et finalement qui n'était pas quantifiable ni qualifiable, pour simplement accorder un discrédit à la parole opposée. Et en fait, c'est la même chose à laquelle on assiste là. Ce n'est pas des nouvelles méthodes de communication, c'est toujours la même chose. On reprend les mêmes, on recommande. Et aujourd'hui, ça va être l'islamo-gauchiste, ça va être l'islamiste, ça va être bah tiens, lui, regardez, en, euh, en 2000, il a dit ça sur tel sujet-là, alors on va le ressortir et puis on va en faire on va faire un buzz, alors que ça fait bon, ça fait un peu 23 ans que le sujet il est un peu passé et que le contexte était différent, que la manière de s'exprimer était différente, qu'il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux-là. Et donc, il y a tout un mécanisme en fait qui se met en place autour de ces termes. Et je pense que oui, tu as raison, mais maintenant la question c'est comment les effacer des médias tels qu'ils l'utilisent aujourd'hui. Et c'est très difficile finalement, parce qu'on a un rouleau compresseur médiatique à chaque fois qu'il y a un sujet, et c'est toujours la même chose. On revient toujours avec bah, c'est un islamiste, c'est de l'islamo-gauchisme, lui il a fait ci à tel moment, donc on va ressortir des, ça ressemble beaucoup à du macartisme finalement, hein. C'est la chasse aux sorcières, c'est exactement la même chose. On ressort des éléments pour dire que un tel est de près ou de loin lié à une mouvance religieuse. Tu vois, par exemple, moi j'ai été tour à tour membre du CCIF, alors que je n'ai jamais été membre du CCIF. J'ai défendu tous les dossiers du CCIF. Et je peux t'assurer, on m'a dit que j'ai défendu tous les dossiers du CCIF, alors que bon, les avocats du CCIF, c'est un peu publiquement écrit sur les mémoires, tu vois. Mais moi, j'ai jamais défendu un dossier du CCIF. Et après, on m'a aussi dit tour à tour que j'étais turc. Alors bon, on m'a inventé des trucs. Peut-être qu'il y a beaucoup de Arif en Turquie, donc ils se sont dit, bah, il est turc. Donc j'étais pro-Erdogan à un moment donné, alors que je ne suis ni turc et j'ai jamais, je suis jamais intervenu sur des sujets sur la Turquie, tu vois. Et bon, voilà, tu vois, tout est bon. On peut raconter n'importe quoi finalement sous le terme de islamo-gauchisme. Et puis j'ai été dans cette fameuse charte, tu sais, là, le beau tableau là, avec tous les petits blobs qu'ils ont mis, où voilà, tout le monde est qualifié de tout et n'importe quoi. On ne sait pas qui a fait cette charte, on ne sait pas d'où est-ce que ça sort, on ne sait pas sur quel élément scientifique ils sont basés euh, pour faire, euh, pour faire ce genre de document. Mais nous y sommes et on nous accole des trucs bon, complètement UBS, quoi. Bon, c'est Laurent Bouvet qui m'avait dit à un moment donné que j'étais avocat du CCIF, alors que je ne l'ai jamais été, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça où effectivement les personnes qui prennent la parole et qui sont fiers d'être musulmans et qui sont fiers d'être français,
comme c'est mon cas, et je ne l'ai jamais caché, eh bien, on se heurte à ce genre de terminologie un peu dégradante. Maintenant, comment on va pouvoir attaquer cette terminologie? Moi, je pense que c'est d'abord en continuant ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire déconstruire, en continuant à rappeler ce qu'est la laïcité de la loi de 1905, parce qu'il y a plus grand monde qui l'applique, et puis rappeler ce qu'on entend par être républicain ou pas. Et ça, on continuera de le faire. Et je pense que c'est que comme ça, à un moment donné, on va bien se fatiguer de nous qualifier d'autre chose euh, que pour ce que nous sommes, c'est-à-dire des Français et qui veulent simplement vivre dans la tolérance et dans le vivre ensemble républicain qu'il a été prévu par tous ces siècles de changements dans nos constitutions, quoi, tout Mais, simplement. mais est-ce que tu ne penses pas que cette question de la terminologie, elle cache ou elle dévoile une vérité encore plus violente, qui est une répétition, je le dis souvent, de l'histoire? Parce que finalement, quand on regarde la manipulation des masses et tout ce qui se passait autour des personnes de confession juive, ça ressemble quand même à ce qui se passe aujourd'hui contre les musulmans. Et c'est pour ça que certains chercheurs, parlent du fait qu'en France, il y a quand même une problématique avec, l'altérité. Alors les Français n'ont pas une problématique avec l'altérité parce que toi et moi, on peut le voir en ayant nous sommes nés en France, nous sommes français et on a vu, c'est vrai qu'en France, il y a un vrai vivre ensemble et qu'on est tous ensemble. En plus, moi, je viens d'Alsace, donc en Alsace, il y a encore une Ouais. ambiance particulière dans cette, manière de vivre et même de vivre la laïcité tout à fait autrement qu'en France. Donc la France est réellement un pays d'immigration, mais il y a quand même une répétition historique. On pourrait le pointer du doigt, cette question du bouc émissaire. Régulièrement, on n'apprend pas de nos erreurs et régulièrement, ça se répète et ça se répète. On trouve un bouc émissaire et ce bouc émissaire, eh bien, finalement, sert à dissimuler ou camoufler d'autres choses qui peuvent se passer en toile de fond, mais ça génère beaucoup de racisme. Donc ça, est-ce que c'est pas une réalité très violente qui va plus loin que la terminologie et qui est très inquiétante parce que ça stigmatise une partie de la population de manière, je dirais, presque dangereuse? C'est pas presque dangereux, c'est totalement dangereux. C'est l'instrumentalisation des termes et de ce que l'on voit. Effectivement, c'est une répétition de l'histoire. Effectivement, on a fait ça avec les Juifs. Alors, on déteste, il y a une forme de détestation sur Twitter dès que l'on rapproche, ou dans les médias, dès que l'on rapproche la situation qui était dans les années 30 de la propagande qu'il y avait contre les Juifs, à savoir que tous les Juifs étaient des banquiers, étaient des financiers. Alors, il y avait tous les amalgames y passaient, alors qu'aujourd'hui, on est en train de faire exactement la même chose. Tous les amalgames, ils passent sur les musulmans. Dès qu'on est musulman, on veut, quand on prie 5 fois par jour, ça y est, c'est bon, on est des terroristes. Bon, voilà, c'est exactement les mêmes méthodes. Moi, ce qui me gêne davantage, c'est que on est dans le gouvernement des gens qui rappellent constamment cette époque historique et donc qui ont conscience de l'époque historique à laquelle il faut référence, puisqu'ils en font référence constamment dans leur discours, et qu'on n'en tire aucune conséquence sur ce que ça peut engendrer pour les musulmans aujourd'hui. Et c'est ça qui est beaucoup plus dangereux. En fait, c'est pas tant la répétition, elle est là. Comme tu le dis, il y a une répétition de l'histoire qui est singulière, qui est propre à la France, parce que la France est très isolée, encore une fois, sur le plan européen et international, très, très, très isolée. Il faut arrêter de croire que ce qui se passe en France, c'est l'apanage du monde. Pas du tout. Ça se passe qu'en France. Et ça se passe d'ailleurs que dans le microcosme de Paris et dans les microcosmes élitistes de Paris. Parce que ce qui se passe dans la société française, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les médias, etc. Et donc, en fait, il y a clairement une répétition de l'histoire, mais moi, ce qui me dérange plus, c'est que si tu me demandes d'apporter des solutions sur ça, tu vois, quelle est la solution aujourd'hui pour que ça, on arrête de répéter ça? Ben, on n'en sait rien parce que le régime politique, c'est le politique qui dirige quelque part ça. C'est le politique qui donne le là et qui dirige les discours politiques et qui dirige les politiques à venir. Et quand on voit que constamment, en fait, on retombe dans le panneau en France, force est de constater qu'il y a quand même une volonté politique de tomber dans le panneau, qu'il y a une volonté politique de ne pas regarder.
et de ne pas comparer avec ce qu'on a fait dans le passé. Et en fait, effectivement, on est en train de reproduire les mêmes erreurs, sinon une erreur beaucoup plus importante, mais on est en train de répéter exactement la même chose. Et en fait, les gens pensent que une polémique sur un plateau de télé, ça n'engage que les 3 personnes qui sont sur le plateau de télé, mais pas du tout. Ça engage des parents, ça engage des personnes qui portent le voile, ça engage des jeunes filles qui sont dans la rue et qui se font agresser à cause de ça. En fait, ça a une vraie répercussion dans dans la vie de tous les jours. Et ça, les gens, il faudrait qu'ils le comprennent. Et il faudrait qu'ils comprennent aussi que le modèle du vivre ensemble français ne fonctionnera pas, ne fonctionnera jamais de la manière dont on est en train de nous le proposer aujourd'hui. Le vivre ensemble tel qu'il nous est présenté aujourd'hui ne fonctionnera pas. Ne fonctionnera pas en France, et c'est pas en utilisant les termes, les thèses de l'extrême droite, ou en tout cas en alimentant les thèses de l'extrême droite, qui sont par exemple la peur de l'immigration, la peur des musulmans, la peur de la laïcité qui est dévoyée, la peur des valeurs chrétiennes de la France qui s'en vont, qu'on va on va résoudre toutes ces questions de laïcité. D'ailleurs, c'était très drôle parce que, enfin, je ne sais pas si c'est drôle, mais en tout cas, c'est ce que l'on a pu constater, c'est que récemment le pape s'est exprimé, et il s'est exprimé en faveur de l'accueil de son prochain, qui est finalement un des enseignements chrétiens. Et on a vu que tous les mecs qui nous disaient les valeurs chrétiennes, qui sont attaquées à longueur de journée, etc., sont venus pour nous dire dans les médias, les dirigeants d'extrême droite, tous les mecs de la gauche, c'est toute cette gauche en fait qui s'est droitisée, en fait, la sociale, etc., qui vient nous dire ah mais le pape ne comprend rien aux valeurs chrétiennes. Si le pape ne comprend rien aux valeurs chrétiennes, on ne sait plus qui comprend quelque chose. Mais en tout cas, c'est tout le discours que l'on a eu de justification politique, de on veut pas d'immigrés, et on veut pas on veut pas, et surtout quand les immigrés, quand on parle d'immigrés, on ne parle pas de tous les immigrés, parce que les immigrés qui viennent d'Ukraine, on les a acceptés. Et il y avait eu, je ne sais pas si tu te souviens, quand il y avait une vague de réfugiés, mais ils nous disaient tous, mais ils nous ressemblent, ces gens-là. Nous, on est d'accord pour qu'ils viennent. Mais on parle des immigrés nord-africains. C'est ça à qui on fait référence. Et on les maltraite. Alors, on va avoir un petit coup de. On va balayer aussi, tu vois, à un moment donné, quand il y va trop fort, il faut nous sortir un, un immigré qui va sauver, tu vois, un enfant dans le cadre d'un incendie, et puis on va lui donner la naturalisation. Comme on est gentil, tu vois, de reconnaître la naturalisation à ces gens-là, mais on ne règle pas les problèmes de fond. On ne règle pas les problèmes, par exemple, des rendez-vous en préfecture. Tu vois, si je devais parler de droit des étrangers, on ne règle pas le problème de tous ces étrangers qui travaillent en France et qui voudraient être régularisés. Mais pourquoi on ne les régularise pas, ces personnes? Elles contribuent au pacte français, elles payent leurs impôts, elles veulent payer de l'URSSAF, elles contribueraient au désendettement de la France. Mais on les met dans une espèce d'imbroglio administratif qui est incompréhensible, où c'est à la bonne volonté du préfet et des préfectures que l'on les régularise. Et donc, Oui, oui, et je t'interromps à cet endroit-là parce qu'effectivement, tu soulignes quelque chose de très important, on tombe dans le subjectif. C'est qu'avec cette espèce de racisme, institutionnel, qui est un peu partout d'ailleurs, dans toutes nos institutions, ça devient du subjectif parce que c'est plus la loi qui va, faire office, finalement de ce qui doit se passer ou de ce qu'on propose, c'est des personnes qui vont représenter la loi, mais qui la font à leur manière. Et vu qu'un peu partout maintenant, il y a cette vague de racisme qui a envahi, la France, eh bien, si maintenant une personne traite un dossier, a des biais, ça va très mal tourner pour celui qui a présenté son dossier. Et ça, moi, je trouve qu'on le voit aussi dans la magistrature. Si tu fais face à un juge qui a des biais, ça peut mal tourner. On le voit dans la police, si tu fais face à quelqu'un qui a des biais. Donc on est vraiment dans des institutions qui sont, presque corrompues de manière non consciente parce que les gens ont une espèce de racisme latent qui dévoie finalement le droit. Moi, c'est le constat que je fais. Je trouve qu'il y a ce racisme qui change complètement la manière d'organiser et de gérer notre pays et ça devient très triste ce constat-là. alors,
Écoute, moi, je ne sais pas si je vais créer la polémique dans ton propre podcast, mais je- la question, c'est que pour moi, qui travaille régulièrement avec les institutions françaises, notamment avec les préfectures, j'ai du mal à considérer qu'il y a un racisme institutionnel. C'est-à-dire que tout le monde répète ce genre d'attitude, etc., et qu'il y a une généralisation de cette chose-là. Je ne pense pas que j'irai jusque-là dans ce que je dis. Mais en revanche, ce que je constate, c'est qu'il y a une minorité qui mène une attaque idéologique qui est très forte et à qui on donne la parole de manière institutionnalisée. Ça, c'est très certain. C'est-à-dire que cette minorité de personnes qui n'ont pas nécessairement, ça ne représente pas nécessairement tous les greffiers, ça ne représente pas nécessairement tous ceux qui travaillent à la préfecture, qui seraient d'accord pour donner des rendez-vous plus rapidement, qui seraient d'accord, qui amèneront même des solutions. Eh bien, il y a une minorité idéologique qui mène la danse aujourd'hui et ça devient inacceptable et insupportable. Oui. Et ça, la manière dont ça se traduit dans la presse, ça se traduit sous la forme d'un système. C'est-à-dire qu'on a l'impression que comme on voit que cette minorité idéologique qui, en fait, accapare constamment la presse, qui accapare constamment les unes des journaux, eh ben, on a l'impression que c'est ce qui est en train de se passer en France ad vitam aeternam, et c'est une répétition des choses. Voilà pourquoi moi maintenant, j'ai du mal avec cette histoire de racisme institutionnalisé, c'est-à-dire où on a une institution qui mène une guerre idéologique contre les immigrés, qui mène une guerre idéologique contre... Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a ça. Mais en revanche, il y a bien une minorité qui est en train de mener la danse d'un point de vue idéologique et qui est en train d'essayer d'imposer leur idéologie à une majorité de personnes qui travaillent pour l'État. Et ça, ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on l'arrête. L'idée de... Alors, Fanny, moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, mais je pense que Caroline Fourest, idéologiquement, elle ne domine pas le paysage français. C'est juste qu'elle domine le paysage médiatique français. Oui, c'est vrai, mais je dirais quand même, je suis tout à fait d'accord avec toi, donc il y aura pas de débat sur ce point-là, parce que je pense que c'est une minorité qui mène la danse et que ça représente absolument pas la France d'un point de vue réel. Mais par contre, dans l'imaginaire et via les médias, ça ressemble à une pensée de masse. Et pourquoi Oui, je parlerais quand même de racisme institutionnel? Parce que, par exemple, si je fais le comparatif avec l'Angleterre, en Angleterre, il peut aussi y avoir du racisme, mais c'est du racisme qui est dans la base et qui peut monter vers le haut. Mais il y a des lois très strictes en Angleterre qui fait que si une personne, par exemple, dirait un propos raciste dans les médias, tout de suite elle serait sanctionnée et d'ailleurs il lui serait imposé de s'excuser toujours dans les médias. Donc, entre guillemets, le côté gouvernemental, et c'est pas que londonien, hein, le côté gouvernemental anglais veille à ce que tout ce qui pourrait être racisme soit quand même très sanctionné. En France, on peut entendre à des heures de grande écoute des propos complètement racistes, complètement traumatiques pour des personnes de confession musulmane en France, mais pas que, hein, ça vise aussi d'autres communautés, et rien ne bouge. Donc cette minorité, elle a du pouvoir, et quand, parce que je me suis beaucoup exprimée sur la justice et j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes dans différents corps institutionnels, la police ou par exemple la justice, les magistrats, et même s'il y a des juges très justes et des policiers très humains, il y a quand même toujours cette minorité dans ces différents espaces qui rend la vie impossible, ah oui, finalement, mais je suis à entièrement la d'accord. majorité. Donc c'est ça qui est triste dans notre pays, c'est que c'est une minorité qui rend la vie impossible à une majorité. Moi, je pense que la majorité de notre pays devrait prendre plus de place. Mais le problème, et ça rejoint un sujet de fond, et je vais te demander ton avis là-dessus, c'est la peur. C'est qu'on a créé chez les musulmans en France, et aussi les musulmans qui ont du pouvoir, une difficulté à prendre parole et position sur ces questions-là, puisque quelque part, il y a tout de suite cette angoisse de perdre ce qu'ils ont réussi à acquérir. Par exemple, une position, par exemple, une famille, par exemple, même tout simplement leurs droits. Parce que c'est vrai que ces dernières années, on a vu des personnes qui ont été obligées de quitter la France alors qu'ils avaient une association qui était tout à fait normale et qui n'aurait pas dû être pointée du doigt. Même aujourd'hui, tu parlais de Tariq Ramadan tout à l'heure, mais il y a des personnes carrément dans ce qui peut leur être reproché, il y a leur connexion avec Tariq Ramadan. Mais c'est une aberration. C'est une aberration qu'aujourd'hui, selon qui tu connais, selon
qui tu fréquentes, on peut te pointer du doigt alors que tu es tout à fait au clair, avec le droit et que tu es dans ton droit en France. Et moi, je dis ça, enfin, moi, tout le monde le sait, je travaille avec, Tariq Ramadan, je travaille avec d'autres personnes, qui peuvent qui peuvent avoir une certaine manière d'être vues en France et ça ne me dérange pas et je le dis haut et fort et j'en suis très contente, moi, de cette diversité. Mais force est de constater que quand même, quand on est musulman et quand on a un nom qui a cette consonance et qu'on a des postes à pouvoir, moi, j'ai beaucoup entendu des personnes qui me disaient: «Je prendrais parole si je le pouvais», mais il y a quand même cette peur, finalement de perdre sa place et pour moi, ça, c'est un trauma. C'est le fait qu'on a traumatisé, les Français de confession musulmane en France, avec une difficulté maintenant à parler de tout ce qui est islam, parce qu'on l'a rapproché à l'islamisme, parce qu'on peut te pointer du doigt, parce qu'on peut te faire perdre quand même beaucoup. Et donc je me dis que si maintenant il y avait plus de personnes qui prenaient place, une organisation peut-être plus institutionnelle, je ne sais pas comment on pourrait le penser, mais peut-être qu'il y aurait moins cette facilité à effrayer le peuple et en fait on effraie le peuple à juste titre parce que ceux qui ont du pouvoir ont vraiment fait des choses que moi je trouve graves et traumatiques sur le plan de l'inconscient collectif en France. Si on reprend ce que tu viens de dire, c'est-à-dire à savoir les déclarations qui ont été faites par certains ministres et par même le président de la République sur un certain nombre de sujets, je pense notamment à ce podcast qui est incroyable, dans lequel on a quasiment rapproché la baya de Samuel Paty, enfin, un truc complètement insensé. Il y a un énorme problème en France. Mais cet énorme problème, il est pointé par tout le monde. Il est pointé par Amnesty International. Toutes les organisations des droits de l'homme ont saucé la France sur ces questions-là. Alors la France est la seule à sortir le parapluie et à dire mais ah non, 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 nous on n'a rien fait. Nous, on fait simplement des législations qui répondent à un objectif précis, proportionné, alors que pas du tout. Ça ne répond absolument à aucune demande de législation en particulier, et c'est tout à fait disproportionné. Les lois qui ont été votées, je pense à la loi séparatisme, même avant ça, les lois qui ont été votées sur tout ce qui est intelligence, etc., où on a mis la police vestimentaire, on avait toute cette campagne aussi sous Valls, avec, tu te souviens, ce graphisme où on avait dit qui est radicalisé, qui ne l'est pas, celui qui écoute de la musique, etc. Et maintenant, après, on ajoute, hein, c'est comme quand on fait du potage, on ne sait pas trop ce qu'on est en train de faire, donc on met un peu tout dedans, quoi, tu vois. Donc maintenant, c'est être ami avec Tariq Ramadan, être ami avec Tariq Ramadan, ça ne veut même pas dire nécessairement échanger avec lui, être vraiment dans un rapport d'amitié. Si tu as participé à une conférence de Tariq Ramadan, tu pourrais être considéré comme étant quelqu'un qui va vers la radicalisation. Et donc, il y a toute cette espèce d'ambiance, une espèce d'ambiance qui est absolument incroyable et délétère. Sur ça, je veux bien l'accorder, qu'il y a une institutionnalisation de la parole contre l'islam. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des ministres qui sont en train de prendre parole très directement contre les musulmans et contre l'islam. Oui. Ils vont jamais nous le dire que c'est très directement, etc. Mais dans les faits, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je pense qu'une des solutions par rapport à ça, et je crois que les organisations qui représentent les musulmans, euh, on utilise souvent le judiciaire. On a des avocats qui sont extrêmement compétents, hein. Je pense à notre confrère Nabil Boudi qui est très compétent, qui fait son travail, il y a plein d'avocats, plein de confrères qui sont très compétents et qui font leur boulot sur le côté judiciaire, mais les institutions sont au nombre de trois en France. Il y a l'institution législative, l'institution judiciaire et l'exécutif. Et donc, en se focalisant que sur le judiciaire, je pense qu'on oublie deux éléments importants qui sont le législatif et l'exécutif. Et la seule manière de pouvoir influer sur à la fois le législatif et l'exécutif, c'est le vote. Et quand on regarde le vote dans la communauté musulmane, même s'il est très difficile d'avoir un chiffre compréhensible, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas possibilité d'avoir des chiffres qui sont basés sur la religion en France. Là où aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus clair, où on voit très bien là où le vote musulman va. Tu vois, il y a parfois un intérêt à avoir ça parce que tu vois la dynamique qu'il y a réellement et on voit réellement combien votent, combien ne votent pas, etc. Ça permet d'avoir de la data qui est plus précise. Mais si on n'a pas ça, en tout état de cause, moi, quand je demande autour de moi, il y a très peu de gens qui votent. Les gens disent il y a un ras-le-bol de
la politique en général qui est prise, de la verticalité de la politique aussi, où il y a des ministres qui prennent des positions qui sont tellement ubuesques contre les musulmans que les musulmans eux-mêmes se disent mais à quoi ça sert de voter? Parce qu'on vote pour des gens parfois qui nous donnent l'impression, on prend l'exemple de M. Emmanuel Macron, on peut même prendre l'exemple de François Hollande avec son discours du Bourget juste avant. Ils ont tous fait de la séduction aux musulmans et une fois qu'il y a eu un vote qui a été fait pour eux, ils se sont retournés contre eux. Au bout d'un moment, il faut soit des candidats qui viennent réellement du cru, c'est-à-dire des candidats qui sont musulmans, qui sont fiers de l'être, qui veulent représenter, et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils commenceront à gagner les élections, mais ils les gagneront peut-être dans 10-15 ans, et il faut des personnes qui votent parce que c'est important. La légitimité ne s'acquiert que par le vote en France. Donc, si on ne vote pas pour ces gens-là n'auront pas de légitimité. Et donc, je pense que c'est deux éléments de démocratie déjà qui seraient peut-être intéressants de mettre un peu plus en avant lorsque on discute de comment changer les choses. La deuxième chose, c'est que il y a des personnes qui sont de confession musulmane qui, lorsqu'elles veulent ou elles doivent avoir un poste ministériel, tout simplement font fi de l'ensemble de leurs principes simplement pour pouvoir briller devant les caméras, etc. Il faut que ça cesse, ça aussi. Il faut qu'on arrête d'avoir des personnes qui, simplement pour aller sur LCI le matin à 8 h et raconter sa salade, soient prêts à mettre de côté ses principes. Il faut qu'on se tienne à nos principes. Les musulmans n'ont aucun principe qui viendrait entailler la République, qui viendrait attaquer la République ou qui viendrait mettre les piliers de la République à terre. Pas du tout. En fait, en fin de compte, en se rattachant à nos principes, moi je pense qu'on renforcerait la République même. Parce que la République a la plus grand principe ces derniers temps. Quand on voit la manière dont les personnes qui se revendiquent républicaines sont en train d'utiliser tous les sujets, instrumentaliser politiquement l'extrême droite, instrumentaliser l'islam, instrumentaliser les musulmans, instrumentaliser l'écologie, des combats multiples et variables que l'on est en train de mener aujourd'hui et qui sont importants et qui sont fondamentaux pour l'avenir de la France, on se rend compte, mais ils sont où ces grands principes? Où sont les principes de on se tient à ce que l'on dit? Premièrement, il n'y en a pas. En fait, c'est le propre même de ce qui est en train de se passer en France et ce qui est édifiant, c'est que les personnes qui n'ont aucun principe sont en train de reprocher à des personnes qui ont des principes, pourquoi vous en avez au final? Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont en face. Et aujourd'hui, je voudrais aussi le dire, c'est que les gens qui pensent que l'on s'attaque simplement aux musulmans parce que c'est des islamistes et parce que c'est des personnes qui veulent attaquer la République en puissance, un jour viendra où on aura épuisé nos cartouches sur l'islam et les musulmans. À un moment donné, je veux dire, on ne pourra plus interdire grand-chose, à part aux musulmans d'exister peut-être. Mais la prochaine étape, ça va être un autre bouc émissaire. Parce que comme tu l'as dit, la France a cette idée de toujours avoir un bouc émissaire pour continuer à alimenter le fonds de commerce, pour continuer à alimenter une machinerie politique qui est arrivée, franchement, je pense, à ces derniers jours. Mais et qui seront ce bouc émissaire? Ce seront les mecs peut-être de l'extrême droite, toutes ces personnes qui disent que nous, on est chrétiens, on est fort, on pratique, etc. Ça va y passer. Parce qu'aujourd'hui, la République n'est plus une République. La République est un athéisme d'État. On essaye de l'expliquer depuis des années. Il n'y a pas de République. C'est un athéisme d'État qui est promu par l'État. Et c'est ce que l'on veut. C'est que, moi, je suis très ferme là-dessus. C'est que la manière dont les politiques publiques sont faites sont en train de pousser à ce qu'il y ait un athéisme d'État. Si on ne veut pas que les personnes s'habillent d'une telle manière ou d'une telle manière, mais comment elles vont s'habiller? Parce que c'est que le gouvernement qui peut vous dire quelle est la bonne manière de s'habiller, finalement. Et les gens disent oui, mais ils sont contre les mini-jupes et puis ils sont contre la baya. Oui, mais alors qui définit le juste milieu? Il faut Et puis attendre et la puis, parole. et puis tu vois, on parle beaucoup de la femme, c'est une intrusion quand même dans le corps de la femme. C'est encore une fois des hommes du haut de leur, tour politique qui viennent dire à la femme comment elle doit s'habiller sur des questions qui devraient la concerner elle-même. Donc effectivement, c'est quand même une intrusion dans Et ce qui est incroyable, Fanny, c'est que on dit aux femmes musulmanes comment s'habiller, mais on leur reproche d'être soumis à leur mari
qui leur indique comment s'habiller. Tu vois? Oui. Franchement, c'est le monde à l'envers, c'est là ne plus rien y comprendre. Mais on pourrait même rajouter, on reproche à la question de l'islam une forme de paternalisme, mais on se conduit avec condescendance et paternalisme en enseignant Oui, tout à fait. toujours et encore aux femmes sur ce qu'elles devraient porter ou non. C'est ridicule, mais c'est dangereux. Et donc effectivement, la solution que tu proposes, tu parles de vote, tu parles de droit. Moi, je parle de lutter contre les peurs. Donc chacun, à partir de nos disciplines respectives, on propose des solutions. Tu disais quand même que tu avais espoir, donc j'espère effectivement qu'on va vers quelque chose de plus juste, mais je pense qu'il y aura vraiment de la lutte. Pourquoi je Ah pense oui, qu'il y oui. aura de la lutte? Parce que je pense qu'il y a une espèce de fantasme, une espèce de en fait, on a produit des espèces de théories sur du fantasme. Quand tu lis, par exemple, il y a eu un ouvrage qui a été fait par, pourtant une autrice qui vient du CNRS, qui parle de la question des frères musulmans qui seraient partout en Ouais. France. Mais les frères musulmans, qui en a déjà vu? Qui vraiment, chez les jeunes, se dirait: «Ouais, je suis frère musulman?» Ah, je veux dire, c'est encore une fois un imaginaire collectif, que certains, arrivent à créer. Parce que, par exemple, la plupart des femmes qui portent le voile, moi, avec toutes les personnes que je côtoie et même dans ma vie professionnelle, donc je connais les gens vraiment de manière intime, mais Mmh. personne ne porte le voile par, conception politique. C'est en fait un cheminement sur un chemin individuel et spirituel. Et dans ce type d'ouvrage qui pourtant dit, être du côté du véridique, eh bien, on ne trouve même pas la parole de ces femmes-là. Donc on fait quand même régner un fantasme et certains y croient. Et pour moi, ce fantasme, il est là aussi dangereux, et pernicieux. Il faudrait que des personnes dans notre société, ramènent du réel. C'est ce que tu fais quand tu prends parole. J'essaye aussi de le faire, certains essayent de le faire, mais je pense que beaucoup ne connaissent pas l'islam, ne connaissent pas l'histoire aussi de la France, parce que les Français de confession musulmane, ils sont français. C'est-à-dire qu'on parle d'une partie de la population française. Donc on est en train de détruire une partie, un membre de la France. Ça reste grave. Donc ce fantasme, il faut trouver une manière de le déconstruire. Alors avant qu'on rentre, parce que je voudrais qu'on parle aussi de toi et de ton identité, mais avant qu'on rentre dans cette partie de notre entretien, je vais te laisser peut-être conclure ce point-là, si tu as quelque chose à dire, à Oui, transmettre ou à apporter. j'ai un point en particulier je voudrais formuler une observation sur un truc que je vois beaucoup et qui me vaut d'ailleurs des commentaires incroyables. Ça a été que, tu sais, les gens disent beaucoup que la laïcité est aussi liée à l'évolution du droit des femmes et que les droits des femmes sont inclus dans la laïcité. C'est le postulat de base qui permet de dire après, bah, c'est la raison pour laquelle bah, l'émancipation des femmes, nous, ça nous permet d'interdire d'avoir des vêtements religieux qui rappellent archaïquement le passé, le Moyen Âge. Bon, ils utilisent tous les termes y passent. Hein, Moyen Âge, période historique, on n'en parle même pas. Alors là, on va même pas rentrer dans ce débat-là, mais tout y passe, en gros. Mais moi, ce que je voudrais faire remarquer, et je le fais toujours, j'essaie toujours de le faire dans mes commentaires, c'est que quand on me sort la laïcité et les droits des femmes, je leur dis, vous êtes en train de mélanger deux notions qui sont fondamentalement séparées. D'abord parce qu'en 1905, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc, pour coupler laïcité et droits des femmes, il faut le faire. Tu vois, faut quand même avoir la finesse d'esprit d'aller lier une période où les femmes n'avaient pas tant de droits démocratiques pour aller le lier avec la laïcité. Bon. Et puis, on savait en 1905, et ça, c'est une notoriété publique, hein, on savait en 1905 que si les femmes avaient le droit de vote, elles auraient voté contre la loi de 1905, massivement. Et ça aurait pu faire même tomber la loi de 1905. Et donc, il y avait un intérêt politique aussi à ce que les femmes n'aient pas le droit de vote à ce moment-là en particulier. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces deux notions n'ont rien à voir, la liberté de conscience d'un côté et les droits des femmes de l'autre, qui évoluent au gré des évolutions que l'on veut, dans le panier duquel on met un peu ce que l'on veut. Et c'est un peu la même chose que ces anathèmes comme l'islamo-gauchisme, etc. C'est contraire aux droits des femmes, mais on ne sait toujours pas à quoi ça renvoie exactement. Qu'est-ce que l'on entend par les droits fondamentaux des femmes? Oui, il y a des éléments sur lesquels il faut évoluer, il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas encore travaillé et sur lesquelles on peut travailler, l'égalité salariale, l'égalité dans les conseils d'administration, l'égalité d'accès aux emplois, l'égalité, plein de choses sur lesquelles on pourrait travailler. Mais il faut éviter de toujours mélanger cette espèce de notion de laïcité avec le droit des femmes qui, pour moi, sont deux notions
complètement séparés, et si ce n'est parfois même antinomique quand on regarde l'histoire. Mais si les gens commençaient à regarder l'histoire, je pense qu'on n'en serait pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais voilà, moi je voulais simplement dire ça parce que pour moi c'était important de dissocier les deux, qui sont souvent intriqués, imbriqués, on raconte un peu n'importe quoi là-dessus. Oui, c'est vrai, ta remarque est intéressante et là aussi, c'est un fonctionnement qu'on trouve souvent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données qui n'ont rien à voir les unes avec les autres Ouais, tout à et fait. et qu'on mélange. Et la vérité des choses, par exemple, je parle souvent du trauma dans cette notion-là parce que je dis souvent qu'on est en train de traumatiser une partie de la France et je le vois parce que, par exemple, toutes les personnes que je peux avoir dans ma clientèle, surtout les femmes qui sont de confession musulmane, bah, elles font des cauchemars, souvent des cauchemars d'agression. Les femmes et les hommes vont souvent se justifier maintenant sur, leur foi, sur, même ils vont souvent maintenant les personnes vont dire: «Je suis pas radicalisée» ou, «Oui, je vais pratiquement jamais à la mosquée». Il y a presque une justification, mais jamais on obligerait quelqu'un c'est ça qui est triste, c'est que jamais on obligerait quelqu'un à préciser s'il va beaucoup à l'église ou non. Et aujourd'hui, il y a une justification qui, pour moi, vient du trauma. Donc ce trauma, il est important, on en parle peu, mais je te proposerais qu'on en reparle dans une autre émission. Ici, maintenant, je voudrais qu'on parle de toi et j'aimerais que tu nous racontes, donc c'est un tout autre sujet, mais une affaire qui, toi, dans ta vie, t'a profondément marqué. Il y a plein d'affaires qui me marquent assez profondément. Euh, Tu me prends un peu au dépourvu, mais si je devais noter une affaire, euh, c'était pendant l'état d'urgence. Et pendant l'état d'urgence, j'ai défendu un certain nombre de personnes sur des mesures administratives qui avaient été prononcées à leur encontre, et dont notamment un jeune homme qui avait 22 ans, tu vois, très jeune, et qui était assigné à résidence simplement parce que il avait un frère qui était un peu instable et qui avait sur les réseaux sociaux raconté un peu n'importe quoi, etc. Et en fait, il a été assigné à résidence du fait de son frère. Donc, en fait, ce que l'on essayait d'expliquer dans cette affaire, c'est qu'il y a un grand principe en droit qui est que aucune personne ne peut être condamnée pour des actes qu'elle n'a pas commis. Et c'est une locution latine finalement qui dit que bah, si tu n'as pas commis d'acte répréhensible, tu ne peux pas être condamné. Et en fait, l'assignation à résidence, c'est une mesure privative de liberté, parce qu'on t'assigne à un domicile et on t'assigne à un périmètre. On te dit tu ne peux pas sortir de ce périmètre. Et en fait, quand tu interrogeais cette personne, elle n'était pas musulmane. Euh, Elle avait sa vie, le mec, il avait sa copine, il avait une vie tout à fait normale. Et du fait de son frère, il se retrouve du jour au lendemain assigné à résidence, sans aucun droit. Mais c'est le pire que l'on puisse connaître quoi, de notre système judiciaire. C'est-à-dire assimiler une personne à une autre et lui dire que bah, tu vas subir une condamnation. Bah, tu n'avais qu'à pas avoir un frère qui raconte un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'était plus ou moins ce que l'on entendait. Et avec des mesures administratives très dures, où on lui avait récupéré son passeport, on lui avait interdit de quitter la France, évidemment, on lui avait interdit de quitter un secteur autour de chez lui, et qui, à un moment donné, a pété un câble, a pris sa voiture et a conduit en dehors de son périmètre et ne s'est pas présenté ce jour-là, son contrôle chaque semaine, etc., de flics, et qui avait trouvé en plus une offre d'emploi qui n'était pas dans sa ville, et donc il a été impossible pour lui de se réinsérer professionnellement après une telle mesure, et malgré le fait que il n'avait rien à se reprocher. Et tout ça, ça a duré 3 ans. 3 ans pendant lesquels on a enlevé à ce type le droit, les droits les plus élémentaires pour un truc pour un truc qu'il n'a pas commis. Et ça m'a extrêmement marqué parce que euh, je me disais que, tu vois, peut-être que si on arrivait devant un magistrat administratif et qu'on lui expliquait un peu les choses et qu'on essayait de lui faire comprendre par A plus B que cette situation
est absolument incroyable et qu'il faut arrêter de penser d'une telle manière parce que c'est notre outil législatif dans son ensemble qui en prend un coup, c'est notre outil judiciaire qui en prend un coup, et que dans l'idée, si un magistrat a le courage de prendre la décision d'annuler une telle décision, c'est une bonne chose pour la démocratie, c'est une bonne chose pour nos institutions judiciaires, eh bien, on se rend compte que, ben, en fait, on toque à beaucoup de portes sans nécessairement avoir les personnes qui ont le courage derrière de prendre la décision. Mais elles n'ont pas le courage pour quelle raison? Parce qu'il y a une pression à un moment donné de leur supérieur hiérarchique, parce qu'il y a une pression qui fait qu'elles doivent faire du chiffre et qu'elles doivent montrer qu'il y a des résultats dans la politique anti-radicalisation de l'époque ou état d'urgence de l'époque, parce qu'il fallait justifier à chaque fois pourquoi on rempile de 6 mois et d'un an etc. Avec, en plus, il y avait Macron qui était arrivé avec sa sortie maîtrisée de l'état d'urgence. Il n'y avait rien sorti du tout. On est encore. En fait, on est tous sous état d'urgence maintenant. C'est ça la différence qu'il y a aujourd'hui entre aujourd'hui et hier. C'est que hier, c'était des personnes que l'on disait fichés S ou des personnes contre lesquelles il y avait des soupçons. Et aujourd'hui, c'est la population dans son ensemble qui est considérée comme étant euh, su, suspect, potentiellement suspect de quelque chose. Et donc, cette suspicion potentielle fait que bah aujourd'hui, on est dans cette situation. Et moi, je pense que j'avais vu venir les choses à travers ce dossier-là en particulier, où je me disais, c'était pas normal qu'on ne trouvait pas un magistrat courageux pour venir nous dire les choses. Et moi, je trouve que dans notre combat, ben, on a quand même pu aussi affilier des gens qui sont intéressants, tu vois. François Sureau, qui est rentré à l'Académie française, je le citais tout à l'heure, ben, j'avais fait une émission avec lui sur Europe 1 avec Tadei, où on disait tous les deux la même chose. On était en face de cette députée LREM qui allait rempiler pour un an d'état d'urgence. En fait, c'était imminent. Et François Sureau disait cette chose qui était très vraie. Il disait, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? quand, à quel moment on va dire, mais il faut qu'on s'arrête, parce qu'on va trop loin? Parce qu'aujourd'hui, c'est des assignés à résidence, mais demain, ça va être. Aujourd'hui, c'est les radicalisés musulmans, demain, ça va être les écologistes, et puis ça a été le cas à un moment donné d'ailleurs sous l'état d'urgence, à plusieurs reprises. Et puis demain, ça va être les opposants politiques, et puis après-demain, ça va être toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec le président de la République ou le ministre de l'époque. Et en fait, c'est clairement ça vers quoi on est en train de se diriger aujourd'hui, c'est qu'on est en train de se diriger vers des personnes qui deviennent de moins en moins courageuses, parce que le courage est devenu une vertu que l'on n'a plus, où on a de plus en plus de gens qui tombent dans le conformisme de bas de gamme en plus, et qui ne voient que par quelque chose qui pourrait affecter leur petit quotidien, leur petit train-train. J'ai envie de dire à mes, mes amis français, c'est qu'il faut arrêter, il faut qu'on arrête de regarder midi à sa porte. Il faut qu'on arrête de se dire, oui, mais moi, ça change rien à mon quotidien. Ça change rien à votre quotidien aujourd'hui, ça changera quelque chose à votre quotidien demain. Parce que sachez que les mesures qui viennent aujourd'hui contre les musulmans, demain, elles viendront taper à votre porte. Parce que le gouvernement n'utilise pas musulman dans la loi. Il utilise toute personne. Et toute personne, si aujourd'hui c'est les musulmans, parce que c'est l'intérêt politique du moment, demain ce sera vous. Et c'est ça, en fait, qu'il faut impérativement faire comprendre aux gens. Que ces mesures liberticides, elles ne sont pas faites contre les musulmans, elles sont faites contre les peuples. Et c'est ça et c'est ça qui est important à comprendre. Et je t'avoue que voilà, moi cette affaire-là, elle m'a marqué, cette affaire-là, elle m'a permis d'ouvrir les yeux, cette affaire-là, elle m'a permis tu vois, de vraiment comprendre ce qui est en train de se jouer. Et, euh, et voilà, j'espère vraiment qu'on va se donner les moyens politiques d'agir, qu'on va se donner les moyens euh, idéologiques d'agir, mais ça, sur les moyens idéologiques, je suis absolument convaincu on a de très bonnes idées. Euh, je pense qu'on a des intellectuels, on n'a rien à envier à qui que ce soit.
Je pense que des podcasts comme les tiens, comme ceux qui sont aujourd'hui faits par des plateformes assez diverses et variées, eh bien, pas nécessairement musulmans, hein, mais des podcasts généraux qui commencent à attirer l'attention sur les problèmes que l'on va avoir demain, c'est important, il faut continuer à le faire. Euh, et ça nous permettra d'avoir un avenir plus serein. Et je pense que ça, c'est fondamental. Puis on va rester optimiste quand même. Je Mais pense que un avenir plus serein, je l'espère, mais que penses-tu du fait que, en fait, il faudrait compter sur le courage des juges, sachant que, en fait, nos juges devraient être censés représenter une justice, donc pas ne pas avoir besoin de courage, représenter juste la loi. Comment on en est arrivé là? Pourquoi faut-il être courageux pour faire respecter la loi et être juste? parce que, regarde, tu le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont politiquement engagées, mais qui ont peur de prendre position sur tel ou tel sujet par peur que leur vie en prenne un coup, qu'ils n'aient plus les mêmes ressources financières qu'avant, qu'ils se fassent licencier, qu'ils n'aient plus de travail, qu'ils n'aient... En fait, la vie nous a rendus quand même dépendants d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, si tu as une maison, disons que si tu as un rythme de vie normalement constitué, bah, tu as une voiture, tu as une maison, tu as des frais à payer, tu as des courses à faire à la fin du mois. Si tu n'as pas un boulot qui te permet de remplir ton caddie et de payer ton crédit à la fin du mois, bah, automatiquement, ça va te mettre en difficulté. Et si on te dit, bah, écoute, il faudrait que tu arrêtes d'utiliser ce genre de... Il faudrait que tu arrêtes de parler de tel ou tel sujet. Moi, j'ai eu plein de références implicites. Alors, références implicites sur il faudrait que tu arrêtes de parler de l'islam, il faudrait que tu sois plus général, il faudrait que tu sois plus consensuel, etc. J'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Oui. Mais imagine, moi, je suis quand même à mon compte. Hein, mais des personnes qui sont salariées et qui ont un supérieur hiérarchique alors au-dessus d'eux, qui leur dit, écoute, là, ça va te coûter ton poste, le fait de faire ce genre de choses, ben, à un moment donné, on s'arrête. Et un juge, c'est un juge qui dit, c'est la bouche de la loi, comme disait Montesquieu, mais très certainement, cette bouche de la loi, elle a un supérieur hiérarchique au-dessus de lui. Il y a les juges d'appel, puis il y a les juges de cassation, puis au-dessus des juges de cassation, c'est le pouvoir politique. Donc, euh, on est dans une situation très difficile, ça c'est certain, et c'est pour ça que je te dis que ça coûte du courage. Ça coûte un courage d'aller chercher la décision, d'aller lire le dossier d'abord. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a débordé les juges. Les juges sont tellement débordés qu'ils n'ont plus le temps de faire du fond sur leur dossier. C'est quasiment une usine à gaz, tu vois. C'est bon, c'est quoi la fiche sur le dossier? Il y a tel élément. Bon, c'est ça le délibéré, tu vois. Tu vois, je comprends, peut-être parce que j'ai une idée utopique de société ou parce que je découvre tout ça. Enfin, j'ai découvert tout ça, on va dire, depuis 2017, mais je trouve ça quand même inacceptable parce que, quelque part, on fait face parfois à des juges qui ont traversé, bien moins que, par exemple, un migrant qui a traversé les océans, qui se bat pour sa propre vie et qui est un héros. Là, je reprends la formule de l'avocat, maître Brown qui parlait justement de ces sûrement tu en as vu beaucoup puisque tu travailles avec les migrants. C'est des héros qui ont traversé des choses incroyables et qui se battent pour leur propre vie et ils font face parfois à des juges qui n'ont pas vécu le quart de leur propre existence et qui vont être là à lire un dossier plutôt que de regarder une identité. Ben moi, je trouve que c'est presque inacceptable parce qu'on doit être digne de la profession que l'on représente. Tu as des grands juges comme le juge Albert Lévy, par exemple, qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Ça, c'est des juges, justement, ils ont de la justesse dans leur manière de vivre le monde. Et puis, tu en as d'autres qui vont quand même être pétris d'amalgame. Et moi, peut-être que je changerai d'avis dans 10 ans. Mais aujourd'hui, à ce stade-là de ma vie, je trouve que c'est inacceptable parce que ça crée des choses très graves dans la société. En fait, j'aurais aimé qu'il ne faille pas du courage, mais simplement de la justesse. Et que Ouais, je cette société comprends. nous permette. Je comprends, mais tu vois, en fait, le problème aussi, c'est que juge, à la base, pour être juge, il faut avoir des idéaux. C'est-à-dire qu'il faut avoir des principes, déjà dans sa vie à soi. Je pense que pour être un bon magistrat, si dans ta vie, tu as déjà des principes sur lesquels tu tiens et auxquels tu adhères, demain, tu feras en sorte que la personne qui se présente devant toi à la barre puisse bénéficier des mêmes principes.
Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la magistrature est devenue une profession. C'est-à-dire que toute personne peut y accéder. C'est un peu comme les flics. Si tu passes l'examen et que tu obtiens la note minimale à obtenir pour pouvoir entrer dans l'École nationale de la magistrature, bah, c'est une profession comme une autre. Et donc, les personnes avec des, des principes aussi variés, qui n'ont pas nécessairement la même teneur des principes que les magistrats d'antan, qui n'ont pas nécessairement le même temps aussi à donner à chaque dossier, parce qu'il y a une déshumanisation progressive de la justice aussi. Un juge qui a 50 dossiers à faire, il n'a pas le temps de regarder. Tu ne peux pas demander à une personne d'avoir 50 dossiers en même temps, ce n'est pas possible sans le déshumaniser. C'est impossible à faire. C'est impossible à faire, sauf à ce que la personne soit vraiment 24 heures sur 24 à éplucher ses dossiers, quoi. Il ne fait que ça à ce moment-là. Et donc, sa vie de famille va prendre un coup, sa routine va prendre un coup, parce que, en fait, le monde est un équilibre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que pour pouvoir avoir un équilibre dans tous les aspects, il faut un équilibre dans ton métier. Et donc ça passe par des politiques qui humanisent la justice, qui rendent la justice plus humaine, qui rendent la possibilité pour les magistrats aussi d'avoir une approche plus humaine de la justice. Ça serait quoi? Ça serait de recruter plus de magistrats compétents pour pouvoir faire le même boulot. Et donc, au lieu d'avoir 50, que la personne, progressivement, elle ait 40 dossiers, elle ait 30 dossiers. Mais aujourd'hui, non. On est en train de dire non, 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 il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, il faut au contraire que l'humain rattrape Et donc, au lieu d'en donner 50, demain, il faudra en donner 60. On est prêt à réduire le budget de la justice pour avoir moins de magistrats, plus de concentration de dossiers sur les magistrats qui sont actuellement déjà débordés. Et en fait, on va imposer plus de pression sur eux. Mais comment tu veux que ça ne contribue pas à une déshumanisation de la justice? Nécessairement, inévitablement, c'est ce qui va se passer. Inévitablement, tu vas avoir des juges qui auront moins de temps de gérer tes dossiers, moins de temps de gérer le tout venant de leur cabinet d'instruction, par exemple, et donc ça va favoriser des décisions qui sont prises trop rapidement, des décisions qui sont inhumaines, des décisions qui sont basées sur un avis administratif, c'est-à-dire une lecture très administrative du dossier, et pas une lecture sentimentale aussi des choses. Malheureusement, la justice a effectivement une composante sentimentale, mais aujourd'hui, ce que l'on apprend aux magistrats, c'est pas d'être dans les sentiments, c'est de regarder un dossier administrativement, tu vois, et de prendre une décision. Et on voit de plus en plus que on a l'ultime summum de la déshumanisation, c'est la robotisation de la justice. Et c'est ce qui nous attend. Et en fait, c'est ce qui attend les magistrats demain. Et donc, le manque de courage, aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, peut-être que ce magistrat-là, parce qu'il ne veut pas il ne veut pas se friter avec sa supérieure hiérarchique en leur disant moi je veux moins de dossiers parce que je veux les traiter mieux, bah, peut-être qu'aujourd'hui ce manque de courage-là à faire face à sa hiérarchie, et ben demain va aboutir au fait qu'il y aura moins de magistrats, il y aura plus d'intelligence artificielle et il y aura des décisions qui seront robotisées. Et ça va pas nuire à une personne, ça va nuire à un système dans son ensemble. Ça va nuire aux droits de tous, finalement. Et donc, dans cette folie, on aura perdu à la fois nos droits, à la fois nos espérances de la justice, parce que toi, ce que tu présentes, c'est ce qu'une personne espère quand elle va devant le juge. Elle espère à la fois que son dossier soit lu, elle espère à la fois que justice sera rendue, elle espère à la fois que ses sentiments vont être pris en considération et que éventuellement, ce qu'elle va venir expliquer au juge oralement aura un effet supplétif sur son dossier. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas depuis longtemps. Euh, et la société vers laquelle on va demain, euh, elle sera encore moins orientée vers l'être humain. Ça va être des algorithmes qui vont calculer nos coefficients de culpabilité ou pas. Et donc, c'est ça qui est dangereux. Et, mais, mais moi, je dis vraiment aux magistrats qu'il faut à tout prix, à un moment donné, le syndicat de la magistrature fait plutôt son boulot, hein, est en Oui, train de dire au pouvoir régulièrement qu'il faut arrêter de taper sur les juges, il faut arrêter de leur donner du taf
à tire-larigot. On n'en peut plus, ils sont saccagés, ils sont dépressifs, nos juges sont déprimés. Et donc, ça a une raison, tout ça. Ça a une raison, c'est qu'ils sont surchargés. Et donc, moi, je pense que c'est en tout cas, ma vision, ma lecture des choses aujourd'hui dans la justice, c'est que, effectivement, si on en revient à ton constat que il y a un racisme institutionnel parce que les ministres prennent des décisions qui, qui, qui à terme, aboutissent à une inégalité devant la loi, eh bien, effectivement, ce qui est en train de se passer avec le ministère de la Justice, c'est la même chose. C'est la même chose. On est en train de couper des budgets, alors que de l'argent, il y en a. Sinon, on n'en enverrait pas autant en Ukraine. Sinon, on n'en enverrait pas pour faire la guerre. Sinon, on n'en enverrait pas pour faire la pluie et le beau temps des lobbies d'armement. Tu vois, si on peut leur donner de l'argent, on peut donner de l'argent à la justice. On peut donner de l'argent à l'éducation nationale. On peut rémunérer mieux nos profs. On peut, tu vois, tous ces sujets-là sont intrinsèquement liés avec tout ça. Et en fait, c'est tout simplement le manque de volonté politique qui fait que aujourd'hui, tu aboutis à un manque de courage généralisé où les personnes ne veulent pas perdre leur boulot, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément. Un magistrat, s'il perd son boulot, qu'est-ce qu'il va faire? Admettons que tu vois, tu as, fait ça toute ta vie. Tu as été magistrat de carrière. C'était ce que tu voulais faire dans les années 90 et tu te rends compte qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus à ce que tu as voulu faire. Alors, tu as des magistrats de carrière comme Serge Portelli qui sortent, qui redeviennent avocats, qui sont excellents, qui se retournent, etc. Mais tu as des magistrats qui ne savent pas faire autre chose que la magistrature, mais qui font face à un constat, c'est que si ils ne se plient pas à ce qu'on leur demande de faire, ils n'ont plus de job, ils n'ont plus rien, en fait. Et malheureusement, c'est une réalité à laquelle on fait face. Et Oui, donc, oui, dis-moi. voter pour des personnes qui donneront plus de budget à la justice, voter pour des personnes qui ont vraiment une vision pour la justice en France, pour le ministre de la Justice, et qui ont vraiment une vision concrète de comment on va sortir d'un service public qui est en train de souffrir vers un service public qui est plus apte à remplir son rôle fondamental. Oui, parce que ce que tu dis, le manque de budget, donc qui crée aussi un manque de courage, crée aussi un manque de formation. Parce que là, tout ce qui se passe aujourd'hui aussi du côté de certaines notions, bon là aussi, il faudrait 1000 podcasts pour parler de ça, mais il y a des problématiques dans les expertises psychologiques et psychiatriques parce qu'elles ne sont pas normées, parce qu'il n'y a pas une espèce de norme qui oblige l'expert psychiatre à ne pas aller, par exemple, du côté de la psychanalyse. Donc on trouve des expertises, Mediapart a fait un article dessus récemment, qui sont complètement biaisées. Mais comme les juges ne sont pas formés sur des notions comme l'emprise, comme l'aliénation parentale, ils dépendent du regard du psychiatre ou du psychologue. Et là aussi, eh bien, finalement, on tombe dans quelque chose de bas de gamme puisqu'il y a trop peu de temps pour pouvoir bien analyser les gens. Et donc, il y a des problèmes, en fait, finalement, un peu partout. Donc, je pense qu'on est d'accord, toi et moi, sur un point important, il faut une réforme profonde, parce que sinon, là, on est vraiment en train de faire face à du dangereux qui ne concerne pas qu'une communauté, mais qui nous concerne tous, parce que, comme je le dis souvent, la roue tourne et elle tourne très vite. Te concernant toi, toujours toi, Asif, quelle est ta plus grande peur en tant qu'homme et en tant qu'avocat? Ma plus grande peur en tant qu'avocat, c'est très certainement la dilution totale des droits fondamentaux, à laquelle on assiste déjà un petit peu, mais à laquelle on va continuer progressivement d'assister, à moins qu'il y ait un changement. Et j'espère ce changement de tous mes voeux, mais c'est vraiment ma plus grande peur. Parce que les droits fondamentaux, c'est vraiment la base, hein. C'est le socle sur lequel repose. Là, pour le coup, c'est le pilier, hein. C'est le mur porteur. Sans ça, plus rien ne marche dans le système. Donc, on repasse d'un système, on passe d'un système judiciaire plutôt qui tient la route à une absence totale de justice, pour le coup. Une absence totale de principe, à une absence totale, on peut condamner les gens parce qu'ils sont frères d'eux, on peut condamner les gens parce qu'ils ont une note blanche à leur égard, alors que cette note blanche, elle n'est pas signée, on ne sait pas qui a fait cette note blanche, on ne sait pas quand. Donc, on passe à un système qui dérègle totalement nos institutions. Donc ça, c'est ma plus grande peur en tant qu'avocat, en tant qu'homme. Euh, si je devais parler sincèrement, euh, je pense que
ma plus grande peur, et c'est ce à quoi j'assiste aujourd'hui, c'est que la France ne réalise pas ce à côté de quoi elle est en train de passer. Parce qu'en s'attaquant à l'islam, en s'attaquant aux musulmans, eh ben, on se rend pas compte, mais c'est du talent. Et pas un petit talent qu'on est en train de faire partir à l'étranger, mais un énorme talent. C'est franchement, c'est on va passer à côté de quelque chose de monstrueux et et la France va se retrouver avec une bande d'incompétents, des gens qui sont orientés que par l'absence de courage, l'absence de principe, l'instrumentalisation politique, qui n'en ont rien à faire des gens et qui finalement travailleront contre les peuples, plutôt que des personnes avec des principes qui travaillent pour les peuples, qui travaillent pour les Français. Et ça, on aura beau avoir des gilets jaunes dans la rue, des personnes qui vont aller protester, etc., ça n'y changera rien tant qu'on ne fixera pas, tant qu'on ne saura pas régler notre passif que l'on est en train de... En fait, moi, vraiment, ma peur fondamentale, c'est cette fuite en avant des talents qu'il y a en France aujourd'hui. Franchement, moi, je travaille avec les États-Unis. Je suis avocat en immigration aussi aux États-Unis. Quand je vois le nombre de Français qui sont admis euh, avec le tapis rouge, hein, parce que c'est des talents extraordinaires dans le domaine de la science, dans le domaine du business, dans le domaine de l'athlétisme, dans le domaine et qui partent tous parce qu'ils n'en peuvent plus de la situation en France. Eh ben, je me dis, mais c'est quoi la France de demain? En fait, à quoi aspire-t-on aujourd'hui? Parce que qu'on dise ce qu'on veut, les musulmans qui souvent partent et quittent la France, c'est des personnes qui sont qualifiées. C'est des businessmen qui ont fait de l'argent en France, qui ont un petit peu d'argent, qui payaient leur URSSAF, qui payaient leurs impôts et qui partent aujourd'hui parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Écoute, quand tu crois en quelque chose, qu'on vienne te critiquer de temps en temps pour te dire, ben voilà, ton prophète il a fait ci, ton prophète il a fait ça, de temps en temps dans les médias pour marquer un désagrément notoire, etc. D'accord, mais quand c'est tous les jours qu'on s'attaque à ta mère qui porte le voile, à ta sœur qui veut aller faire ses cours et qui peut pas, quand c'est tous les jours qu'on s'attaque à tes parents qui sont des immigrés, qui ont vraiment difficilement à la labeur à la sueur de leur front fait en sorte que tu puisses faire des études et puis tu puisses être là où tu es et qu'on te dise constamment que tu es, un type de confession musulmane avant d'être français, au bout d'un moment, cette personne-là, elle va trouver des solutions. Parce que, comme on dit dans l'islam, la terre de Dieu est vaste. Et il n'y a pas que la France. La France, c'est un petit pays quand on regarde le monde dans son ensemble. Et la France, idéologiquement aussi, est un petit pays, avec une petite pensée, malheureusement. Et une petite pensée dans un petit microcosme, tu vois. Et donc tout ça fait que les gens partent. Et ça, c'est ma plus grande frayeur, franchement, c'est que à un moment donné, est-ce que la France va réaliser le futur que l'on est en train de, les bases du futur que l'on est en train de poser? Est-ce que la France va réaliser ou est-ce qu'il sera trop tard avant qu'elle réalise que ce qu'elle a fait, c'était pas bon. Les politiques qu'on a menées ne sont pas, les politiques qu'on mène aujourd'hui ne sont pas bonnes. Elles sont menées par les mauvaises personnes, pour les mauvais intérêts, et, euh, et à terme, ça n'apportera rien de bon. Et ça fait mal au cœur de voir. Moi, je reviens régulièrement en France, je suis là très souvent, et quand je vois ce qui est en train de se passer et l'impact que ça peut avoir psychologiquement. D'ailleurs, ce serait très intéressant d'avoir une analyse détaillée de toutes ces lois. Qu'est-ce que ça engendre dans le psyché collectif? Je pense qu'il y a des analyses qui sont faites, mais je ne les ai pas lues, en tout cas pour ma part. Mais je pense qu'on assiste quand même à une déprime générale des Français, quoi. Et les gens disent, ah, mais ils sont jamais contents, ils sont jamais contents. C'est pas vrai. Les Français seraient contents si on a des politiques qui sont bien menées, finalement. C'est juste que les politiques qu'on mène sont terribles pour la France et elles sont déprimantes pour toute personne. Et voilà, donc ça, c'est ma plus grande peur. Et ton plus grand trauma en tant qu'homme et en tant qu'avocat?
La plus grosse épreuve que tu as eu à traverser? Je pense que la plus grande épreuve que j'ai eu à traverser en tant qu'avocat, ça a été toujours ces affaires d'état d'urgence qui m'ont vraiment marqué profondément, tu vois, où j'avais vraiment, pour le coup, moi, à la base, je suis un avocat, je fais du droit des affaires, tu vois. À la base, moi, quand je suis sorti de l'école d'avocat, j'étais un avocat en droit des affaires. J'ai jamais fait de droit des étrangers, j'ai jamais touché à la liberté publique, etc. Et donc, ouais, c'était me dire, est-ce que euh, je me bats pour des principes et donc je fais quelque chose pour ces clients-là, ou est-ce que je continue ma route et puis je marche, tu vois, dans mon coin en essayant de pas trop regarder ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça a été un gros challenge parce que ça n'a pas l'air comme ça. Alors les gens, tu vois, qui ne sont pas avocats, qui n'ont pas tu vois, la trajectoire que toi tu as, peuvent se dire, mais c'est simple, bah, bien sûr qu'il faut se battre pour ses principes, il faut absolument éviter d'aller vers la facilité, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand on est dans la situation où là, on passe par un vrai questionnement de soi-même, etc. Et je pense que c'est un des traumatismes auxquels on fait face. Et en tant que personne, je pense que très certainement, ça a été quand, quand j'ai écrit un livre sur la laïcité, on m'a reproché, on m'a fait une polémique nationale qu'on me ressort régulièrement, d'ailleurs, qui est que j'étais celui qui a appelé à voiler les petites filles dès l'âge de 7 ans. Alors pour moi, ça m'a vachement choqué parce que, encore une fois, on fait dire tout et n'importe quoi. Alors, bon, j'ai été dedans, je suis vraiment le mec qui me trimballe dans ma sacoche avec des voiles. Et puis tu vois, dès que je vois une petite fille de 7 ans dans la rue, voilà, je lui mets le hijab, quoi. Tu vois. Donc c'est absolument n'importe quoi. Et je pense que ça m'a traumatisé, oui, ça m'est resté, ça m'a marqué, que l'on puisse mentir à ce point euh, et que l'on puisse diffamer, porter atteinte à l'honneur d'une personne à ce point-là, ça m'a permis, tu vois, finalement de me mettre parfois à la place de mes clients et de me dire que, bah, tu vois, c'est ça, quand on attaque, et encore moi, c'était qu'un petit article de pacotille, mais il y a des personnes qui sont assignées à résidence, tu vois. Il y a des personnes qui subissent des mesures répressives. Euh, et ça, c'est en tant qu'homme, c'est difficile. Euh, et voilà, quoi, ouais. C'était difficile. Et si tu regardes en arrière, quelle est la dernière fois, Asif, où tu t'es senti profondément heureux? Je le suis en ce moment, profondément heureux. Je pense que je suis quand même quelqu'un de profondément optimiste. Même dans les combats que j'ai menés, j'ai toujours été heureux et fier de défendre ma religion, que j'estime être une très belle religion. J'ai été fier, et je le serai toujours, de défendre le prophète de l'islam pour toutes les diffamations qu'il est en train de subir. Je serai fier et toujours heureux de expliquer aux gens que l'islam, c'est pas ce que vous pensez. L'islam, c'est une belle religion qu'il faut regarder au-delà de ce que vous pouvez voir dans les médias. Et je serai très fier et honoré de défendre mes clients, d'être un avocat, d'avoir le métier que j'ai. Je suis très heureux de faire le métier que je fais. J'ai toujours été passionné et je maintiendrai que malheureusement maintenant sur la France, je prends un peu moins de dossiers parce que je suis plutôt sur les États-Unis, mais je continue à mener un combat autant que je peux le faire. En tout cas, je le ferai. Si parfois c'est un tweet, parfois c'est un dossier, parfois c'est plus, parfois c'est moins, parfois c'est financer une cause. En tout cas, je le ferai autant que faire se peut. Et bah, je me sens toujours profondément heureux. Je n'ai jamais été nécessairement malheureux dans ma vie. Et j'espère vraiment que malgré ce qui est en train de se passer, je pense qu'il faut rester optimiste. Et tu sais, ça c'est aussi un message du prophète de l'islam,
prophète de l'islam a toujours été optimiste, même dans les temps les plus difficiles, traumatiques, où on a boycotté les musulmans pendant plusieurs années. Eh ben, il a toujours eu un message d'optimisme. Et ça, je pense que c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Et puis, il a dit autre chose aussi qui, pour moi, est le fondement du bonheur. Il a dit que s'il y a quelque chose que tu fais ou une action que tu vas entreprendre, mais tu sens que ton cœur n'est pas, ne suit pas cette action que tu vas entreprendre, eh bien, ne l'entreprends pas. Abandonne-la. Et je pense que ça, c'est un conseil en or pour tout le monde, parce que parfois, la vie nous fait faire des choses à contre-cœur, mais on se rend compte que les conséquences de ce que l'on fait sont toujours plus nuisibles que lorsque notre cœur suit notre intellect. Et donc, l'âme suit le corps physique. Et donc, moi, je pense que ça, c'est ces deux choses-là qui me rendent toujours heureux et qui me maintiennent à flot, quoi. Hein, je suis très heureux. Merci pour cette belle réponse, Aziz. C'est plein d'espoir et c'est très humain. On arrive aux 3 dernières questions, là aussi rituelles de cet entretien. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur, la justice de ton pays? Que la justice n'est pas parfaite. On sort de l'école des avocats avec des grands idéaux, hein, que les magistrats seront sympas, qu'on aura des décisions qu'on voudra, etc. Que la justice n'est pas parfaite, mais qu'elle n'est pas imparfaite. Voilà. C'est que c'est qu'il y a des jours dans le métier d'avocat où on est déprimé parce qu'on se dit qu'il y avait une cause sur laquelle on tenait qui n'a pas abouti. Mais il y a d'autres jours où on va voir que sur d'autres dossiers où on avait perdu espoir, ben, il y a un espoir, il y a une lueur d'espoir qui se crée, on a une décision positive. Et donc la justice n'est pas parfaite, mais qu'elle n'est pas pour autant imparfaite. Et qu'est-ce que, ton métier t'a appris sur les hommes? Ça, c'est une très bonne question. Euh, je dirais qu'elle m'a appris. C'est une très bonne question parce que j'arrive pas à avoir une réponse de but en blanc comme ça, très philosophique finalement, mais elle m'a appris à comprendre ce par quoi un homme peut passer. Parce que, tu sais, quand on est avocat, d'emblée comme ça, moi, je pense à mes dossiers, au dossier pénal que j'ai fait ou encore au dossier d'état d'urgence. D'emblée comme ça, tu vois, j'aurais tendance à dire, ah ouais, quand même, il abuse. Tu vois, quand je lis le dossier, ouais, quand même, c'est abusé là. Tu vois, je sais pas si c'est vrai ce qu'il me raconte, etc. Est-ce que je suis pas en train de me mettre à défendre une personne, mais c'est pas vraiment clair, tu vois, etc. Et en fait, quand tu parles avec une personne, quand il t'explique les choses, il t'amène sa vision des choses, bah, tu vois que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et que l'être humain, c'est une alchimie vraiment compliquée. Tu vois, ce qui te pousse parfois à bout n'est pas nécessairement, n'est pas nécessairement incompréhensible, de fait. Tu peux comprendre les êtres humains, tu peux comprendre ce qui les a poussés à en arriver là. Et ça, c'est ce que d'un point de vue humain, c'est ce que m'a permis d'apprendre. Et je pense qu'on apprend tous les jours avec le métier d'avocat sur ce plan-là, sur le plan euh, du- de, de- des réalités humaines qui se jouent devant nous, quoi. Et ça, tu en apprends tous les jours et je continue d'en apprendre. Je pense pas que ça va se terminer maintenant, donc je continuerai d'en apprendre pas mal comme ça. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Euh, que j'ai des difficultés que si j'avais tendance à suivre mon instinct, je serais très souvent dans la merde. Et que, en fin de compte, notre métier est un métier à la fois d'expérience, un métier d'avocat, est un métier de patience et pas de, tu vois, on a tendance à vouloir tout de suite, la décision, on la veut, on va faire une super conclusion, etc. Et en fait, on peut écrire des super trucs, mais aboutir à quelque chose de complètement négatif
et on peut écrire des trucs que nous, on n'estime pas nécessairement bons. En fait, ça t'en apprend sur toi-même, tu vois? Ça t'apprend sur tu te dis: «Mais en fait, en fin de compte, c'est quoi ce jeu?» tu vois? Et le métier d'avocat étant un métier éminemment humain parce que tes écritures sont soumises à un juge, le juge va les regarder, va prendre position dessus et cetera. Bah, ça t'apprend à composer avec la réalité de tous les jours et ça t'en apprend sur toi-même, tu vois? Quelque chose que j'aurais fait en 10 minutes avant, maintenant je vais prendre 1 heure et demie. Alors je regardais toujours mes maîtres de stage quand j'étais plus jeune, je me disais: «Mais pourquoi il prend 3 plombes à corriger un truc?» et en fait, bah, maintenant je me rends compte que il y a une raison derrière tout ça. C'est un métier d'expérience, tu vas plus lentement, mais ça ne veut pas pour autant dire hem, que c'est mauvais. Au contraire, la qualité s'améliore avec le temps. Donc la patience, là où moi j'étais un peu jeune et fougueux, tu vois. Et puis l'équilibre, tu vois, des choses, à bien regarder tout ce qui nous est soumis, etc. Parfois, moi, j'aurais tendance à un peu passer des pièces, etc. Mais maintenant, ça m'a appris à être un peu plus sérieux, on va dire, dans la manière dont j'aborde les choses. Merci pour, ces réponses. On arrive à la fin de notre, entretien. Je pense qu'on a bien pu voir, qui tu étais, mais aussi à quel point tu portes haut tous ces engagements et je ne peux que t'inviter à continuer parce qu'effectivement ta parole, elle est rare et tu fais partie de ceux qu'on entend. Donc voilà, le beau chemin sur cette route de la révolte parce que ce que tu fais, Asif, je pense que c'est important. Alors, on t'invitera sans doute sur d'autres, projets, d'autres émissions, Avec parce qu'il plaisir. y aura encore beaucoup, à se dire et puis je te laisse, le avant d'abord de dire au revoir à tous nos auditeurs, je te laisse le mot de la fin et te faire ta conclusion. Ben, restons optimistes. Je pense que quand on arrive à ce niveau d'attaque contre une catégorie de la population, ça veut aussi dire qu'on n'est pas loin du tournant. Et le tournant va arriver, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain. Et lorsque le tournant arrivera, il faut que nous, on n'oublie pas que la justice, c'est essentiel et qu'on ne devienne pas en fait les oppresseurs de nos oppresseurs et qu'on comprenne bien que l'établissement d'une justice sur le long terme, elle suppose que nous soyons justes vis-à-vis de nous-mêmes et qu'on comprenne vraiment nos principes et qu'on essaye de les appliquer. Et quand ce tournant arrivera, et j'en suis certain qu'il arrivera, et ce ne sera pas nécessairement que des musulmans, hein, ce sera des personnes qui ont le même degré de principe que nous, qui veulent une société qui fonctionne sur les principes et sur des idéaux de justice et de respect mutuel et de vivre ensemble. Eh bien, quand ça arrivera, je pense que il faut juste pas qu'on oublie ça, parce que si on l'oublie, après, on fait un, on fait un non bis in idem. On répète exactement ce qui s'est passé par le passé. Et l'idée pour nous, c'est d'être des vecteurs de changement positif dans la société française et, et surtout d'insuffler quelque chose de nouveau, quelque chose de juste et de bon pour les Français, quoi. Voilà. Merci à toi, Asif, merci à vous tous auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Je reçois de nombreux messages, et je vous lis toujours avec attention et on les prend en compte dans la conception de nos émissions. Vous pouvez continuer à nous proposer des noms d'avocats éthiques parce que ce qui est vraiment le fil conducteur de ces entretiens, c'est le côté éthique de chacun de nos intervenants. Donc continuez à nous proposer des noms. On se dit à bientôt, Asif. À très bientôt. Merci.